6 lycéennes et 2 employés ont été enlevés jeudi dans le nord du Nigeria par des hommes armés. Le kidnapping a eu lieu dans un pensionnat de l'État de Kaduna où sévissent de nombreuses bandes criminelles. La marine libyenne a annoncé jeudi avoir secouru depuis janvier près de 7000 migrants au large de ses côtes ouest. Ce chiffre est en baisse de près de 43% par rapport à 2018. Les populations de la banlieue de Brazzaville au Congo bénéficient d'une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés depuis jeudi. L'opération s'inscrit dans le cadre de lutte contre le paludisme. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans le nord du Nigeria, 6 lycéennes et 2 employés ont été enlevés jeudi par des hommes armés. Le kidnapping a eu lieu dans un pensionnat de l'État de Kaduna où sévissent de nombreuses bandes criminelles. Reportage. Des hommes armés ont fait irruption à l'intérieur du lycée Engravers, un pensionnat situé dans une zone reculée au nord du Nigeria, et emmené 2 membres du personnel et 6 étudiantes vers une destination inconnue. Cette déclaration, c'est un porte-parole de la police qui l'a faite. D'après la même source, le commandement a immédiatement mobilisé des équipes mixtes de l'unité anti-enlèvement, de la brigade de répression des vols et des forces de police dans la zone afin de secourir les victimes et d'arrêter les auteurs de cet événement malheureux en vain. Le commissaire de police a visité l'école jeudi et a ordonné des fouilles minutieuses pour retrouver les élèves et les 2 membres du personnel. Les enlèvements contre rançon apparus au début des années 2000 dans le sud-est pétrolier du pays se multiplient depuis quelques années dans le nord du Nigeria, notamment dans les États de Zamfara et de Kaduna. Les groupes criminels profitent de l'absence de forces de sécurité dans les zones rurales isolées pour voler du bétail, détruire des villages, tendre des embuscades et commettre des enlèvements. La situation est telle que certaines routes sont devenues quasiment impraticables ou extrêmement dangereuses, comme l'autoroute entre la capitale fédérale Abuja et la ville de Kaduna, qui passe à proximité de l'école où a eu lieu l'enlèvement. Une telle attaque directe contre un établissement scolaire est toutefois extrêmement rare dans cette région. Les présidents nigérians Muhammadu Buhari et sud-africain Cyril Ramaphosa s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles attaques xénophobes. C'était lors de la visite à Pretoria du chef de l'État nigérian, un mois après les violences xénophobes qui ont secoué l'Afrique du Sud en septembre dernier. Les 2 hommes ont également insisté sur leur volonté de renforcer la coopération des 2 géants économiques du continent. Le président nigérien Muhammadu Buhari, en visite en Afrique du Sud, un mois après la dernière vague de violences xénophobes, a exigé ce jeudi le renforcement et l'application des mesures de sécurité nécessaires à la protection des étrangers dans ce pays. Nous avons décidé de travailler ensemble et de prendre des mesures concrètes pour empêcher que de tels incidents inacceptables ne se reproduisent à l'avenir. Le chef de l'État sud-africain a de son côté une nouvelle fois exprimé ses vifs regrets pour la violence qui a visé des étrangers dans certaines parties du pays. Condamnant toutes les formes d'intolérance, Cyril Ramaphosa a indiqué que son administration n'hésitera pas à agir contre toute forme de violence. South Africa, we have expressed our deep regret at the events. Nous avons exprimé notre profond regret pour les événements de ces dernières semaines qui se sont manifestés par des attaques dirigées contre des ressortissants étrangers, et notre condamnation de toute forme d'intolérance et d'actes de violence reste très ferme. Nous avons convenu de mettre en place des mécanismes entre nos 2 pays. Tous les mécanismes d'alerte seront établis de façon à ce que, en cas d'agitation dans les 2 camps, nous serons en mesure de nous informer mutuellement pour trouver des moyens actifs de nous assurer qu'il n'y aura plus de récidive. Le mois dernier, des centaines de commerces et de biens appartenant à des étrangers ont été saccagés et incendiés, principalement à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine.
Ces troubles ont causé la mort d'au moins 12 personnes et de vives tensions entre Pretoria et Abuja, les deux principales puissances du continent. L'Afrique du Sud, qui accueille des millions de migrants, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage, la pauvreté et des inégalités criades. Quelques 600 Burundais réfugiés en Tanzanie ont été rapatriés jeudi de leur plein gré dans leur pays d'origine. Pendant ce temps, le gouvernement tanzanien continuait à laisser planer le doute sur ses réelles intentions à l'égard de ceux qui refusent de rentrer dans leur pays. 590 réfugiés burundais sont partis de Tanzanie dans un convoi de rapatriés volontaires jeudi. Ils sont arrivés à bord de 8 bus à la mi-journée sur le site de transit de Jizuru dans la province burundaise de Ruyigi, à l'est du pays, selon des témoins. Le porte-parole du gouvernement tanzanien a assuré jeudi qu'aucun réfugié burundais ne serait forcé de retourner dans son pays sans toutefois se départir d'une certaine ambiguïté. Environ 225 000 Burundais répartis dans 3 camps situés dans le nord-ouest du pays sont réfugiés en Tanzanie selon le HCR. Ils ont fui leur pays à la suite de la crise politique de 2015 qui a débouché sur des violences meurtrières. L'anxiété avait gagné les camps après que le gouvernement tanzanien, estimant que la paix est revenue au Burundi, eut annoncé fin août qu'il entendait procéder à partir du 1er octobre au rapatriement de tous les réfugiés burundais présents en Tanzanie. Mais les autorités tanzaniennes avaient ensuite soufflé le chaud et le froid et aucun rapatriement forcé n'a encore été constaté depuis le 1er octobre. Un responsable du HCR qui a requis l'anonymat a rappelé jeudi que l'organisation onusienne ne soutiendrait pas le retour forcé des réfugiés et demandé aux deux gouvernements de respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de leur accord tripartite. En dehors de la Tanzanie, 111 000 Burundais sont réfugiés au Rwanda, 45 000 en République démocratique du Congo et 43 000 en Ouganda. Les populations de la banlieue de Brazzaville au Congo bénéficient d'une campagne de distribution de plus de 3 millions de moustiquaires imprégnés depuis jeudi. Le Premier ministre congolais a lancé l'opération dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le paludisme est la première cause de mortalité au Congo, notamment chez les enfants. Pour une meilleure lutte, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose a déboursé 12 millions d'euros. Prévue pour 5 jours, la campagne a pour cible les 5 millions d'habitants de 12 départements du Congo. La dernière du genre remonte à 2012 selon le ministère de la Santé. Plus de 3 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action vont être distribués, soit une moustiquaire pour 2 personnes. Les autorités espèrent couvrir ainsi au moins 90% des ménages du pays. D'après la ministre de la Santé, le paludisme touche toutes les couches sociales. Lutter contre le paludisme est donc une obligation. Selon le ministère de la Santé, 3 enfants sur 10 meurent du paludisme, qui représente également la première cause d'absentéisme à l'école et au travail. Depuis 2008, le Congo applique théoriquement la gratuité du traitement du paludisme pour les enfants de 0 à 15 ans et pour les femmes enceintes. Le Congo, en multipliant les initiatives, ambitionne d'éliminer le paludisme en 2030, un horizon fixé par l'OMS pour tous les pays africains. Je vous le disais en titre, la marine libyenne a annoncé jeudi avoir secouru depuis janvier près de 7000 migrants au large de ses côtes ouest. Ce chiffre est en baisse de près de 43% par rapport à 2018. En Méditerranée, sur les côtes libyennes, le nombre de migrants secourus cette année a baissé de 42,8% par rapport à 2018 durant la même période. Depuis début janvier, 88 corps de migrants ont été en outre repêchés, un chiffre en baisse de plus de 87% par rapport à 2018, selon les gardes-côtes qui ont aussi noté une baisse du nombre de migrants portés disparus en mer. En Italie et à Malte, la tendance est aussi à la baisse. D'après le ministère italien de l'Intérieur, 7 900 arrivées ont été répertoriées dans ces deux pays depuis début 2019, contre 181 000 arrivées en 2016.
Cette baisse s'explique notamment par la fermeture durant 15 mois des ports italiens aux navires humanitaires. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, plusieurs milliers de migrants se trouvent bloqués en Libye dans des conditions déplorables. Leur situation est devenue plus critique encore depuis le déclenchement début avril d'un conflit armé au sud de la capitale Tripoli. Excédés par le manque de réaction et la défaillance des autorités chargées de gérer les migrants clandestins secourus en mer, la marine avait menacé de les laisser libres une fois ramenés sur terre ferme. En Tunisie, le parti du candidat à la présidentielle Nabil Karoui estime que l'incarcération de l'homme d'affaires est une décision politique. Il accuse à cet effet le parti d'inspiration islamiste Ennahda d'en être l'instigateur. C'était lors d'une conférence de presse après le rejet par la justice d'une nouvelle demande de libération du candidat arrivé deuxième lors du premier tour de la présidentielle. Reportage. Le second tour de la présidentielle tunisienne aura lieu le dimanche 13 octobre prochain. C'est ce qu'a confirmé ce mercredi l'instance électorale. Un scrutin qui se déroule dans un contexte fébrile avec l'incarcération d'un des deux finalistes, l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Celui-ci restera derrière les barreaux durant la campagne électorale pour le second tour qui démarre ce jeudi. Après le rejet par la justice d'une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires, son porte-parole avait appelé à ce que le second tour de la présidentielle soit suspendu tant que le candidat est en prison. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le parti de Nabil Karoui, Kalba Tounes, avait une fois encore mis la pression sur l'instance en charge des élections. On est aujourd'hui concentré sur les élections législatives. Et je rappelle que ceux qui organisent les élections, ce n'est pas nous, c'est l'ISI. À eux de voir et de s'adapter avec la situation aujourd'hui qui est qui n'est pas normale, avec un candidat élu qui est en prison, et il faut que eux ils trouvent la solution. C'est pas à nous de la trouver. C'est une décision politique dont le but est d'éliminer un parti politique dans le pays. Nous avons déjà dit que la coalition menée par Ennahda refuse le principe d'une passation de pouvoir pacifique. Après avoir accusé le Premier ministre sortant et rival Youssef Chahed d'être derrière l'incarcération de leur leader, les partisans de Nabil Karoui ont pointé du doigt ce mercredi le parti d'inspiration islamiste Ennahda, présenté comme leur principal concurrent pour les législatives de dimanche prochain. Il faut dire que l'incarcération d'un des deux finalistes fragilise la crédibilité de la deuxième élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire de la Tunisie, où la démocratie obtenue dans la rue en 2011 est encore en cours de consolidation. On reste en Tunisie alors que plus de 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau représentant le 6 octobre prochain. L'ONG Al-Bassala considère comme une déception les 5 années écoulées de la première mandature du Parlement. Le politologue Lamine Benghazi s'attend du moins à une future assemblée des représentants du peuple plus morcelée avec plusieurs forces politiques. On l'écoute. Mais la conclusion principale qu'on retire de ce Parlement, c'est que ça a été une déception, en particulier sur la construction et la mise en place de cette architecture constitutionnelle, puisque l'une des premières missions, et la mission fondamentale de ce Parlement, c'était de mettre en place les instances constitutionnelles et la Cour constitutionnelle surtout. Et surtout, nous n'avons toujours pas de Cour constitutionnelle à plus de 3 ans des délais prévus par la Constitution. Tout ça est dû à un manque de volonté politique, à l'absentéisme des députés, à des procédures qui prennent énormément de temps, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un paysage institutionnel assez inquiétant. C'est-à-dire que 97% de ces lois-là viennent soit du gouvernement, soit de la présidence de la République. Le reste viennent des députés, donc seulement 3%. Et c'est-à-dire que nous avons un Parlement qui n'est pas une force de proposition, qui n'est pas la source des politiques publiques dans ce pays, mais qui est plutôt en réaction par rapport... C'est que nous n'allons plus avoir un Parlement bipolaire, où il y a deux forces
politique majeur, nous allons avoir un Parlement plus morcelé avec plusieurs forces politiques, qu'elles soient partisanes ou non. Et on a vu le succès des listes indépendantes lors des municipales. On risque de voir la même tendance se confirmer pour les élections législatives. On risque. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA.